Je suis basée à l'Institut universitaire Sherpa qui est intégré au CU Centre-Ouest de l'île de Montréal, mais mon mandat s'étend à travers toute la province. Je vous rappelle que nous sommes 27 coordonnateurs et coordonnatrices en proche-aidance répartis à travers les CIS et les CIUS, donc dans toutes les régions du Québec, dont 3 pour les Premières Nations et les Inuits et l'une pour les communautés ethnoculturelles et de langue anglaise. Aujourd'hui, le GAZO va nous présenter leur travail en proche-aidance qui a été réalisé auprès des communautés de langue anglaise au niveau du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Mais sachez que les réalités des personnes proche-aidantes de langue anglaise sont prises en compte à l'échelle nationale. Et selon les critères statistiques, en fait, les dernières statistiques de 2021, les personnes d'expression en langue anglaise représentent entre 13,8% et 14,9% de la population au Québec. Pour vous donner des exemples de prise en charge de toutes les communautés de langue anglaise à travers le Québec, de par mon chapeau provincial, une consultation a été faite l'année dernière à l'échelle provinciale auprès des communautés de langue anglaise et ethnoculturelle. Donc, 7 ateliers de travail étaient réalisés, dont 2 de langue anglaise et 5 de langue française, pour documenter leurs enjeux et leurs besoins en matière de proche-aidance. De plus, via la mesure 30 du plan d'action qui a été confié à l'Institut universitaire Sherpa, une recherche a été réalisée auprès des personnes proche-aidantes des populations de langue anglaise et ethnoculturelle pour documenter leurs réalités et leurs expériences en proche-aidance en tant que population minoritaire au Québec. Ces 2 rapports sont publiés sur le site web de l'IU Sherpa. Et d'autres projets sont à venir, notamment via la mesure 48. On est en train de co-concevoir un guide de référence. J'ai dit co-concevoir, c'est-à-dire c'est en partenariat avec les personnes proche-aidantes de langue anglaise et ethnoculturelle. Ce guide de référence va être fait pour un projet de peer navigateur pour les PPA de langue anglaise et ethnoculturelle. Le livrable est prévu pour mars 2025. Et finalement, un comité provincial en proche-aidance pour les communautés ethnoculturelles et de langue anglaise est en œuvre depuis l'année 2022. Ce comité est formé de coordonnateurs et coordonnatrices en proche-aidance, d'organismes communautaires ethnoculturels et de langue anglaise et d'intervenants de la santé. Donc, c'est un comité assez inclusif. Et reconnaissant les travaux de ce comité pour nos 2 populations, une consultation est amorcée par le ministère de la Santé et des Services sociaux avec le comité en vue de proposer des mesures pour nos 2 populations dans le nouveau plan d'action 2026-2031. C'est une bonne nouvelle. Donc, tout ceci pour vous dire que les réalités des PPA de langue anglaise sont considérées à l'échelle provinciale. Merci à Géry et à son équipe pour ce beau projet. Donc, notre projet qui s'appelle Soutien aux personnes proches aidantes d'expression anglaise de l'Ouest de l'île, réalité, défis et recommandations. Ce webinaire est offert en 2 langues, dans l'esprit aussi de la réalité des personnes d'expression anglaise qu'on essayait de mieux desservir. Donc, comme Céline l'a mentionné, demain, je ferai la même présentation en anglais et on espère pouvoir accueillir autant de personnes qu'aujourd'hui. Et j'ai vu plusieurs noms que je connais parmi les participants d'aujourd'hui. Alors, ça me fait plaisir de vous voir, puis je vous remercie pour votre intérêt d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, pour vous faire un topo rapide du contenu de la présentation, on va faire une introduction et une mise en contexte. Je vais vous parler brièvement d'un portrait de la proche-aidance, mais comme je sais que tout le monde est pas mal au courant, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va aller dans l'analyse du territoire de l'Est de l'île qu'on a fait dans le cadre du projet. Je vais vous parler de méthodologie et échantillonnage. Je vais vous présenter les résultats et les recommandations. Donc, on va passer plus de temps à ce niveau-là. Et la formulation d'une petite conclusion par rapport à ce projet-là. Et idéalement, on a assez de temps pour faire une période de questions qui est pertinente et intéressante. Donc, sans plus tarder, on se lance dans l'introduction et la mise en contexte. Donc, à la base, depuis 2017, le GAZO offrait des services en anglais à Dorval, dans l'espoir d'offrir du soutien aux personnes proches aidantes d'expression anglaise. Après plusieurs années, on s'est retrouvé dans une situation particulière. On avait de la difficulté à rejoindre les personnes proches aidantes d'expression anglaise, bien que ces dernières nommaient que leurs besoins étaient réels et importants. Entre 2020 et 2022, en pleine pandémie, on s'est rendu compte en fait que c'était encore plus difficile de développer des services en anglais dans ce secteur-là, parce qu'on devait composer avec un énorme rehaussement de la demande provenant des personnes proches aidantes d'expression française. Donc, on a mis moins d'énergie dans le développement des services en anglais.
Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, ben, il fallait se pencher davantage sur ce besoin-là de bien rejoindre les personnes proches aidantes d'expression anglaise. Mais on n'avait pas les moyens à l'interne de le faire parce que chaque intervenante était déjà attitrée à un projet et chaque membre du personnel, comme moi par exemple, en administration, on est juste deux, nos mains étaient déjà pleines. Donc, ce projet d'évaluation-là que je vous présente aujourd'hui a été mis sur pied pour mieux comprendre les enjeux vécus par les personnes d'expression anglaise dans le secteur de l'Ouest de l'île. Puis c'était possible grâce à l'obtention d'une subvention de 40 000 par le FRSC, donc le Fonds de relance des services communautaires du gouvernement fédéral. Et comme je vous l'ai nommé, Bianca a été responsable de ce projet-là pour une durée d'1 an. Et donc, elle n'est plus avec le Gazo aujourd'hui. Et l'intention, c'était qu'elle puisse présenter son projet une fois qu'il a été complété, en fait, le projet a pris fin en juin 2024. Donc, les objectifs du projet, il y en avait 4. Donc, le premier était de comprendre la réalité des personnes proches aidantes d'expression anglaise, y compris leurs besoins spécifiques et les obstacles qu'elles rencontrent. Ensuite, on avait comme objectif d'identifier les services accessibles sur le territoire et d'évaluer leur adéquation aux besoins de cette population. Donc, on ne voulait vraiment pas s'engager dans un développement qui allait dédoubler ce qui existe déjà. Donc, voilà l'importance à ce niveau-là. Le troisième objectif, c'était de formuler des recommandations pour améliorer l'accès aux services et mieux répondre aux défis spécifiques qui auraient été identifiés. Et finalement, d'établir des partenariats potentiels pour renforcer les réseaux de soutien et les collaborations locales. Donc, vous comprendrez que à la place de se lancer dans une offre de service renouvelée en 2022, quand au Gazo, on a réalisé qu'on devait travailler plus fort pour rejoindre les personnes proches aidantes d'expression anglaise, à la place de faire ça, on s'est dit, allons sur le terrain, allons évaluer quels sont les besoins qui sont présents, parlons à des personnes proches aidantes, parlons à des professionnels et essayons de mieux comprendre quel écosystème existe déjà dans le secteur qui permet de répondre à des besoins, à certains besoins et à lesquels. Donc, c'était vraiment pour circonscrire toute cette réalité-là qu'on s'est lancé dans cette ligne-là. Donc, au niveau du portrait de la proche aidance au Québec, bon, comme l'Observatoire sur la proche aidance nous le nommé, en 2022, 21,9% de la population active agit en tant que proche aidant. Certaines autres statistiques vont dire qu'une personne sur trois au Québec est proche aidante. Donc, on comprend que c'est un rôle qui est essentiel, que c'est un rôle qui est important au niveau de la société québécoise et particulièrement dans un contexte montréalais où on a une population qui est très diverse et qui est non seulement diverse dans son ensemble, mais aussi par secteur. Donc, ce projet cherche à combler la lacune qui était qu'on avait une compréhension que les personnes proches aidantes d'expression anglaise avaient de la difficulté à accéder aux services qui répondent à leurs besoins dans l'ouest de l'île. Donc, le projet cherchait à répondre à ce problème-là et à offrir un soutien à la communauté de personnes proches aidantes de l'ouest de l'île. Par la suite, on a des données qui sont plus locales, par exemple démographiques. Donc, on avait déterminé en faisant une analyse au niveau des statistiques disponibles que un arrondissement comme Pointe-Claire en fait, avait une langue, une prédominance au niveau de la langue anglaise, pardon. Et dans cette population-là, la langue anglaise était la langue maternelle pour 54,9% de la population, ce qui est quand même assez considérable. Et à la Chine, par exemple, cette proportion-là était de 23,7. Étant déjà installé à la Chine, au niveau du groupe des aidants du Sud-Ouest et on offre déjà nos services depuis une dizaine d'années. On est assez près des partenaires la chinois et à la Chine, ce qui est intéressant, ce qu'on nous dit, c'est que la population est pas mal 50-50, du fait que la population, la chinoise, par exemple, présente autant de personnes qui parlent le français que l'anglais ou qui sont bilingues. Mais à ce moment-là, quand on a découvert ces statistiques-là, particulièrement pour Pointe-Claire, par exemple, on avait vraiment la conviction que 54,9%
pour la langue maternelle qui est l'anglais servait d'indicateur clair comme quoi qu'il y avait une population importante qui méritait en fait d'être desservie dans leur langue maternelle. Donc, ces données-là nous ont vraiment donné l'information qu'on recherchait pour partir le projet. Pour vous parler un petit peu de nous, nous sommes un organisme à but non lucratif, communautaire, autonome, et on a été fondé en 1995. L'année prochaine, on célèbre nos 30 ans. Et notre mission, c'est d'offrir du soutien aux personnes proches aidantes pour améliorer leur qualité de vie, prévenir leur épuisement et promouvoir leur reconnaissance dans la communauté. Depuis environ 2018, on tente davantage de desservir les personnes d'expression anglaise. Donc, on a intégré tranquillement des services bilingues et à ce jour, la majorité de nos services sont bilingues. Aujourd'hui, en novembre 2024, nos communications sont aussi bilingues. Donc, au niveau de nos membres, les infolettes qu'on envoie, les communications internes et tout, on s'assure de toujours les traduire en anglais, bien qu'on ait seulement 10% de nos membres qui sont d'expression anglaise. Mais on se dit que c'est important d'aller dans cette ligne-là si on veut être intègre par rapport aux efforts qu'on fait et inévitablement ben, pour attirer des personnes proches aidantes d'expression anglaise pour qu'elles puissent avoir cette conviction qu'on est là pour les desservir dans leur langue de préférence. Donc, nos services sont bilingues, sont sans frais, confidentiels et professionnels. On est une petite équipe de 6 personnes, parfois on est 7, ça dépend du moment de l'année. Et à chaque étape, on offre donc un soutien émotionnel et une écoute bienveillante. On offre des ateliers d'apprentissage et des conférences et des ateliers mensuels ressourçants et aussi des groupes de soutien pour échanger sur la situation. On est un organisme qui, à chaque année, rejoint environ 350 personnes proches aidantes différentes dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, bien qu'il y a environ 35 à 40 personnes dans cette statistique-là qui proviennent de l'extérieur du Grand Sud-Ouest, donc qui proviennent de l'ouest de l'île, qui proviennent par exemple de Saint-Laurent, Pierrefonds-Roxborough, Beaconsfield et Kirkland. Et ce sont des personnes qui nous rejoignent parce qu'elles n'ont pas nécessairement des services qui peuvent répondre à leurs besoins à proximité. Parce qu'à Montréal, on a certains secteurs qui ont des trous de service au niveau du soutien qui est disponible aux personnes proches aidantes, dans les deux langues d'ailleurs, en français et en anglais. Donc, au niveau du portrait statistique de la proche aidance, 25,7% des personnes soutiennent 2 personnes aidées. 35% des personnes proches aidantes ne se reconnaissent pas dans ce rôle, notamment en raison de la perception que cela relève d'un devoir familial. On va en reparler plus tard au niveau des résultats. Les personnes proches aidantes âgées de 45 à 64 ans s'occupent principalement de leurs parents, tandis que les personnes de 65 ans et plus soutiennent majoritairement leurs conjoints. Donc, il y a quand même une différence à ce niveau-là, puis on va aussi revenir là-dessus par rapport aux résultats. Les tâches qui ressortent les plus souvent au niveau de la proche aidance ou les responsabilités vont être, par exemple, le transport pour 71,6% du temps, les travaux domestiques, l'entretien de la maison. Et on remarque que, en fait, les études démontrent qu'il y a une différence entre les sexes. Donc, les femmes offriraient davantage de soutien émotionnel, tandis que les hommes s'occuperaient davantage des travaux physiques. Et au total, ben, les personnes proches aidantes consacrent 808 millions d'heures par année aux soins, ce qui représente une économie de 13,7 milliards pour l'État. Ce rôle a des répercussions importantes sur la santé mentale, physique et économique des personnes proches aidantes. Donc, juste pour vous mettre le portrait, comme j'ai dit, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà au courant de ces statistiques-là. Donc, on passe à la partie de l'analyse du territoire. On va parler de l'ouest de l'île. Donc, il y a quelques particularités territoriales pour l'ouest de l'île qu'on a explorées dans ce projet-là. Donc, premièrement, la langue maternelle. Comme je l'ai nommé plus tôt, il y a certains arrondissements qui ont, ou villes, ou bon, secteurs, qui ont une prédominance au niveau de la langue anglaise comme langue maternelle. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que 34,6% des résidents ont une langue maternelle qui n'est ni le français ni l'anglais.
Donc, d'où est-ce que le portrait, en fait, au niveau de la population immigrante rentre en jeu? Donc, par exemple, pour DDO pardon, Delors Desormeaux et Pierrefonds Roxborough, regroupe 59% des personnes migrantes du territoire, ce qui est une énorme proportion. Et si on prend en compte le pourcentage, donc un tiers de ces personnes-là, que leur langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, ben c'est tout à fait, en fait, normal qu'on ait des enjeux nécessairement à rejoindre ces personnes-là. Par la suite, la troisième particularité, c'est le transport, ou on pourrait dire les déplacements. Donc, 86,9% des résidents utilisent principalement la voiture. On le sait que la voiture, c'est le transport de choix de l'ouest de l'île. Et ça reflète en fait les défis de l'accès en transport en commun. Donc, pour ce qui en est des personnes qui sont en situation de précarité financière ou qui n'ont simplement pas de voiture, les déplacements représentent un enjeu assez important qu'on va explorer par la suite dans les résultats. Les longs trajets en transport en public compliquent l'accès aux services, en fait, pour de nombreuses personnes proches qui n'ont justement pas accès à une voiture. Selon le CIUS du Centre-Sud, la population aînée représenterait 25% de la population de l'ouest de l'île d'ici 2036, une augmentation de 42,4%. Donc, la croissance de la population aînée et la diversité linguistique indiquent un besoin croissant des services adaptés aux personnes provenant d'expression anglaise qui auront un rôle de plus en plus central dans le contexte montréalais. À nos yeux, ces données-là nous ont vraiment pointé dans la direction où est-ce qu'on a réalisé que si la situation se maintient comme elle est en ce moment, on risque à un moment donné de frapper un mur ou d'atteindre un plateau au niveau de la méconnaissance en fait des services qui existent. Donc, c'est à l'avantage de tout le monde, en fait, de travailler en amont pour qu'on se rende vers une situation plus adéquate en 2036 pour que les personnes qui résident sur ce territoire-là, qui ont des enjeux d'accès linguistique, puissent avoir accès aux services plus adéquatement, plus facilement. On passe à la méthodologie et l'échantillonnage. Donc, le projet en soi, était composé donc une première étape où est-ce que on a fait on a fait une revue de littérature par rapport à tout ce qui était existant en fait au niveau de la proche aidance dans un contexte de langue anglaise. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui existent au Canada. Donc, la majorité des informations qui ont été revues dans cette revue de littérature en anglais provenaient des États-Unis et les informations qui ont été trouvées les plus pertinentes provenaient d'études ou de recherches donc en langue française qui faisaient rapport sur la situation des personnes anglophones. Euh, on a concentré, à la suite de cette revue de littérature, on s'est concentré sur 4 catégories différentes de personnes à rejoindre pour tenter d'obtenir un portrait global qui fait sens. Donc, la première catégorie, c'était les personnes proches aidantes elles-mêmes, personnes proches aidantes qui résidaient dans l'ouest de l'île. Ensuite, il y avait les intervenants psychosociaux. La troisième catégorie, c'était les intervenants communautaires et bénévoles. Et la quatrième catégorie, c'était les représentants syndicaux. Donc, pour le recrutement, on a contacté 39 organismes et institutions différentes et 16 organismes ont répondu positivement, permettant de recruter un total de 19 participants. Donc, on avait 5 personnes proches aidantes, 5 intervenants psychosociaux, 7 intervenants communautaires et 2 représentants syndicaux. Maintenant, vous avez peut-être déjà la question, quelle est la différence entre les intervenants psychosociaux et les intervenants communautaires? Dans ce contexte-ci, les intervenants psychosociaux regroupaient les intervenants qui travaillaient dans une institution publique au niveau du CIUS, dans un cadre clinique. Et les intervenants communautaires, c'était des intervenants qui étaient parfois aussi psychosociaux, mais qui travaillaient dans un organisme communautaire. Et parfois, ce n'étaient pas des intervenants en tant que tels, psychosociaux, mais bien, par exemple, des chargés de projet ou des coordonnateurs, et etc., qui étaient en contact avec la population. Donc, pour la collecte des données,
on a utilisé des grilles d'entrevue qui étaient structurées en deux sections. La première était les caractéristiques des personnes proches aidantes et de leur rôle, et la deuxième était les besoins et les services disponibles. Chaque catégorie de participants a pu bénéficier de sa propre grille d'entrevue qui était légèrement adaptée pour mieux correspondre au rôle que cette personne-là joue. Donc, évidemment, on n'a pas posé les mêmes questions pour les syndicats que pour les personnes proches aidantes. L'approche qualitative a été mise de l'avant et nous a permis de recueillir des perspectives détaillées sur les défis, les besoins spécifiques et les services en place pour les personnes proches aidantes d'expression anglaise. Un point qui est intéressant à nommer, c'est que dans le processus des entrevues, au niveau des personnes proches aidantes qu'on a été capable de rejoindre, je pense qu'on a, si je me souviens bien, l'information est dans le rapport, je pense qu'on a rejoint 9 personnes proches aidantes à la base et seulement 5 avaient accepté finalement de participer à l'entrevue. Parmi les 5 qui ont accepté de participer, c'était toutes des personnes proches aidantes donc, qui avaient comme langue de préférence l'anglais. Et la majorité d'entre elles, ce n'était pas leur langue maternelle. Donc, leur langue maternelle à ces 5 personnes-là était principalement une autre langue tierce. Et ce qui est ressorti de façon consistante dans les entrevues, c'était que euh, les personnes proches aidantes, au moment de faire les entrevues, étaient rapidement dans en fait, l'entrevue se transformait rapidement en rencontre individuelle psychosociale, où est-ce que le besoin était tellement présent et n'ayant pas nécessairement de ressources pour les soutenir, le fait que notre chargé de projet posait des questions pour mieux comprendre leur situation, s'intéressait à leurs difficultés, les gens ont ressenti cet élan de partager puis de se livrer à Bianca, notre chargé de projet, et les entrevues ont duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu au départ. Donc, nous, le constat à ce niveau-là, c'était que du très peu de gens qu'on a passé en entrevue, les réponses étaient très similaires et on regardera les résultats dans un instant, nous menait vers une compréhension qu'il y a vraiment des éléments clés qui revenaient auprès de chaque personne et qui pouvaient être donc des besoins qui étaient, que c'était possible de répondre à ces besoins-là avec des solutions qui étaient quand même assez tangibles et réalistes. Excusez-moi pour le déparlage. Donc, les résultats du projet. Le premier grand résultat qui est ressorti, c'était que l'identification tardive comme personne proche aidante a un impact par rapport au service ou à l'ouverture par rapport à l'utilisation au service. Et au niveau des personnes proches aidantes d'expression anglaise, ce qui est ressorti, c'est que non seulement qu'elles ne se reconnaissent pas facilement, comme on l'entend souvent chez les personnes proches aidantes d'expression française, mais dans ce contexte-ci, il y a un stigma linguistique qui est un facteur aggravant. Donc, on fait ressortir deux termes particuliers dans le cadre de ce webinaire, qui étaient le terme de caregiver et le terme de loved one. Et l'enjeu avec le terme de caregiver, c'était que pour toutes les personnes proches aidantes qui ont répondu à l'entrevue, elles nous ont toutes nommé une définition différente par rapport à qu'est-ce que ça voulait dire pour eux le terme caregiver. Et la conclusion là-dedans, c'est que ça ne répond pas nécessairement à l'identification de mon rôle que je joue auprès de ma famille, auprès de mon proche aimé, parce que le terme caregiver en anglais fait référence souvent à un professionnel. Et c'est ce qu'on entend souvent, même au Gazo, quand on offre un groupe de soutien en anglais. Une personne va nous appeler, une participante qui est inscrite va nous appeler, puis elle va dire, malheureusement, je suis désolé, je dois annuler parce que mon caregiver est jamais venu chez moi. Bon, on peut traduire en français, mon préposé ou mon etc. N'est jamais venu offrir le répit. Mais en anglais, on va utiliser le terme caregiver. Donc, il y a une confusion linguistique à ce niveau-là qui fait en sorte que les gens ne veulent pas s'étiqueter avec le terme caregiver parfois parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils le font pour une rémunération, que c'est leur travail. Non, ils le font par exemple pour des raisons qui sont par devoir, par amour, etc. Et le terme loved one
et aussi porte à confusion parce que ce qui est ressorti, c'est que ça porte davantage, c'est davantage lié au soutien émotionnel et financier. Donc, quand quelqu'un va dire que je m'occupe de mon proche, ou en français, ou de mon proche aidé, ben en anglais, c'est pas tout le monde qui va utiliser le terme je m'occupe de mon loved one. Donc, il y a pas un terme global qui vient encadrer l'identification de la personne aidée et il va y avoir un malaise, par exemple, d'utiliser le terme loved one quand c'est pas un membre de la famille ou quand c'est pas un membre avec qui on partage une relation amoureuse, comme un conjoint-conjointe. Donc, l'identification au niveau linguistique est un enjeu qu'il va falloir déconstruire avec le temps. Ensuite, on a des obstacles qui sont un obstacle qui est lié spécifiquement aux personnes d'expression anglaise, donc la navigation dans le système de la santé. Ça, c'est un obstacle qui existe aussi pour les personnes d'expression française, mais c'est particulièrement vrai au niveau de cette population-là, parce que n'étant pas au courant des leviers d'accès ou des mécanismes d'accès, n'étant pas nécessairement facilement, excusez-moi, vu que c'est pas facilement accessible pour la personne d'obtenir de l'information détaillée en français ou en anglais ou un service en anglais, ça rajoute un niveau de complexité. Et même lorsque la personne doit aller consulter, souvent, c'est ce qui est ressorti, la personne est accueillie en français et quand la personne reçoit un service en anglais, ça demande un effort supplémentaire de passer du français à l'anglais pour l'intervenant qui n'est pas nécessairement tout le temps à l'aise de s'exprimer en anglais et aussi pour la personne proche aidante qui n'est pas nécessairement à l'aise d'exprimer ses émotions en français, donc il va le faire en anglais et parfois il y a des enjeux de compréhension. Donc, c'est particulièrement vrai dans un contexte d'immigration où est-ce que, comme je l'ai nommé plus tôt, l'anglais est la langue seconde ou la troisième langue, et ça complexifie les mécanismes de communication entre la personne proche aidante, bénéficiaire du service, et l'intervenant qui est là pour offrir et expliquer comment utiliser et accéder au service. Donc, l'accès au service en soi, comme j'en parle, il y a un enjeu de disparité dans l'ouest de l'île, donc les personnes proches aidantes qui disposent de ressources financières accèdent plus facilement à des services privés, donc ils n'auront pas nécessairement besoin de se tourner vers des services publics. Mais par contre, les personnes proches aidantes en situation de précarité sont souvent obligées de cohabiter avec l'aidé, donc ils vont avoir des situations plus difficiles qui génèrent des situations où est-ce qu'on a besoin de plus de services, mais qui n'ont pas nécessairement accès aux services auxquels elles auraient besoin. Et finalement, les trajets qui sont longs et complexes pour accéder aux services publics en transport en commun aggravent la situation. Donc, comme vous le savez, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'autobus dans l'ouest de l'île, mais c'est des trajets qui sont longs, qui sont difficiles parfois, et dépendamment de où est-ce qu'on habite dans l'ouest de l'île, c'est quand même un 30 km facilement d'un bord à l'autre. Donc, ça s'explique. Voilà. Finalement, le soutien souhaité, qui est le quatrième grand résultat, donc les besoins des personnes proches aidantes d'expression anglaise sont similaires à celles des personnes proches aidantes d'expression française. Ça, c'était notre première remarque. Donc, eux aussi ont besoin de répit, eux aussi ont besoin de maintien à domicile, de soutien moral, psychologique et psychosocial. Mais par contre, à cause qu'il y a une méfiance envers les services publics qui est exprimée par rapport à notre processus d'entrevue, il y a une préférence pour des services qui sont communautaires ou religieux locaux ou de culte ou de culturels, simplement. Donc, pour certaines communautés d'expression anglaise qui baignent aussi dans une communauté immigrante, l'incompréhension et l'inaccessibilité aux services publics vont faire en sorte qu'ils vont se tourner vers d'autres services qui sont plus faciles d'accès. Donc, en gros, c'est ce qu'on a remarqué. Au niveau, on est rendu à la discussion et les recommandations. Donc, au niveau de la discussion, on a donc des défis pour les personnes proches aidantes d'expression anglaise, des défis particuliers. La difficulté à naviguer dans le système de santé est un obstacle majeur. La charge mentale liée à la traduction et à l'utilisation d'une langue seconde limite l'accès efficace aux services.
et la méfiance envers les services publics renforce le besoin d'approches alternatives comme les organismes communautaires ou encore les services du secteur privé pour ceux et celles qui peuvent se le permettre. Les priorités identifiées par notre projet, c'était de, tout d'abord, améliorer l'accessibilité linguistique. Donc, par exemple, pour la traduction systématique des documents et des communications en anglais, l'affichage clair des services adaptés aux personnes proches d'expression anglaise dans l'ensemble de l'ouest de l'île. Deuxièmement, un soutien qui est géographiquement accessible, donc développer des services locaux pour réduire les longs trajets. Donc, on parle de services à proximité et renforcer la présence des organismes communautaires et religieux dans les secteurs comme Delors-des-Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro et Pointe-Claire, où est-ce qu'on remarque qu'il y a une très grande proportion de personnes à la fois d'expression anglaise et issues de l'immigration. Et troisièmement, on a un accompagnement, la troisième priorité, c'est d'offrir un accompagnement personnalisé. Donc, de proposer des services qui sont spécifiques pour aider les personnes proches à naviguer dans le système de la santé. Ça aurait un impact extrêmement tangible auprès de la population et offrir des groupes de soutien en anglais pour partager des ressources et briser l'isolement. Donc, en gros, avoir les outils pour comprendre comment faire une demande d'aide, quel service auquel j'ai droit, et évidemment, avoir un endroit où s'exprimer sans jugement et dans un endroit sécuritaire. Donc, pour quelques recommandations détaillées au niveau du renforcement de l'accessibilité linguistique, on parle donc, par exemple, de traduire systématiquement les communications en utilisant des termes qui sont adaptés en anglais. Donc, à ce moment-ci, l'adaptation du vocabulaire pour éviter des malentendus culturels. Il y a des termes comme caregiver ou loved one. Malheureusement, on n'a pas de solution à ce niveau-là parce que ça semble être vraiment un enjeu très complexe. Et en ce moment, avec notre rapport, on n'est pas tombé dans une piste de solution à ce niveau-là. Et former le personnel des services publics à offrir un accueil et des explications claires pour les personnes proches d'expression anglaise. Ensuite, pour les services localisés et adaptés, on pourrait par exemple établir des points de service dans des secteurs comme Pointe-Claire, Pierrefonds-Roxboro, Delors-des-Ormeaux, où se concentrent les personnes d'expression anglaise, comme je l'ai dit, et de favoriser une collaboration avec les lieux de culte, qui n'est pas nécessairement un réflexe, du moins dans le communautaire. Je ne sais pas dans d'autres secteurs comme le privé, mais c'est pas un réflexe qui est développé en ce moment. Et les associations culturelles aussi peuvent toucher les groupes parfois qui sont exclus des services publics. Donc, il y aurait quelque chose à explorer à ce niveau-là parce que ce qui semblait ressortir beaucoup par rapport aux entrevues, au niveau des intervenants communautaires et au niveau des personnes proches aidantes, c'était que les personnes proches d'expression anglaise vont faire confiance à ces endroits-là parce ils font partie de leur milieu de vie. Donc, de passer à travers un milieu de vie ou un lieu de confiance peut encourager de façon plus adéquate les personnes proches d'expression anglaise à utiliser les services qui leur sont disponibles. Et puis, pour faciliter l'accès au système de santé, donc on peut par exemple créer des outils pratiques pour guider les personnes proches dans leur démarche, comme des guides bilingues ou des présentations publiques sur les mécanismes d'accès. Ça serait énormément aidant. Deuxième piste, donc par exemple de proposer des services d'accompagnement par des intervenants formés pour aider les personnes proches à naviguer dans les différentes étapes de l'approche aidance. Ça aussi, c'est quelque chose qui est ressorti très souvent. Et puis, quatrième, on a de soutenir davantage les organismes communautaires. Donc, évidemment, en investissant davantage dans les OBNL locaux pour qu'on puisse développer davantage de services de soutien comme des groupes, des ateliers ou du soutien individuel en anglais, ça permet d'amener cette offre de service plus facilement auprès des personnes d'expression anglaise. Excusez-moi. Et la deuxième piste à explorer, c'est que un renforcement des partenariats entre les OBNL et les services publics pourrait permettre de collaborer plus efficacement dans le but de répondre aux besoins des personnes proches avec cohérence. Et quand on dit avec cohérence, c'est qu'on nous a nommé à plusieurs reprises que certaines personnes vont se faire balancer, là, en bon français, d'un endroit à l'autre dans le but de leur offrir des services, mais une place à l'autre ne communique pas ensemble. Donc,
Ils ne vont pas, par exemple, travailler sur l'identification de la problématique de façon adéquate ou de faire l'évaluation des besoins dans le sens où est-ce qu'on veut référer à cette personne-là une ressource de laquelle elle pourra bénéficier et d'éviter qu'elle fasse du ping-pong d'un organisme à l'autre, qu'elle doit répéter son histoire, répéter toute la situation et de devoir s'efforcer aussi à créer un nouveau lien de confiance avec un autre intervenant. Et puis finalement, on parle de sensibiliser et valoriser les personnes proches aidantes. Donc, quelques pistes comme par exemple d'organiser des campagnes de sensibilisation locales pour aider les personnes proches aidantes d'expression anglaise à s'identifier dans leur rôle et accéder aux ressources disponibles. Donc, à ce moment-ci, on peut imaginer des campagnes dans un contexte où est-ce qu'il y a une forte population, où est-ce que la langue est anglaise, et en plus que ces personnes-là viennent aussi d'un contexte d'immigration. Donc, des campagnes de sensibilisation qui rejoignent leurs besoins réels et leur situation réelle seraient gagnantes et de promouvoir leur rôle auprès des décideurs, donc par exemple auprès des municipalités, des élus, des députés, pour garantir un soutien durable et adapté. C'est aussi quelque chose qui nous a été soulevé plusieurs fois. En conclusion, parce qu'on approche déjà vers la fin, les points clés, c'est que, en gros, les enjeux principaux, les personnes proches aidantes de l'ouest de l'île d'expression anglaise rencontrent des obstacles qui sont uniques, comme la charge mentale liée à la langue, la navigation dans le réseau, dans le système de la santé et des difficultés d'accès géographique. Le constat principal, c'est que ces défis nécessitent des ajustements dans les services actuels, mais ne demandent pas la création de nouvelles structures. Donc, ça, c'est une importante mention parce que les structures existent déjà. C'est juste qu'elles ont besoin d'être bonifiées pour bien rejoindre la population. Et puis, finalement, le projet met en lumière des solutions réalistes et adaptables pour mieux soutenir les personnes proches d'expression anglaise de l'ouest de l'île. Et ces recommandations servent de base pour des actions concrètes et collaboratives visant à améliorer leur qualité de vie. Donc, nous, notre souhait avec ce projet-là, c'était déjà pour orienter nos actions à l'interne au niveau du groupe des aidants du Sud-Ouest pour mieux desservir les personnes proches aidantes d'expression anglaise, notamment en partant de Dorval. Et à l'ouest de Dorval, c'est à explorer dans le futur. Et puis, notre objectif aussi, c'était de partager ce travail-là avec d'autres organismes qui aimeraient se pencher sur la question et qui aimeraient réfléchir à quels moyens est-ce qu'on peut entreprendre en partenariat ensemble pour mieux desservir ces personnes-là. Donc, si vous voulez obtenir une copie du rapport final, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de m'envoyer un courriel à direction gazo.ca, direction@gazo.ca. Et ça va me faire plaisir de vous envoyer le rapport complet qui est de 26 pages avec tous les annexes et tout. Ça donne environ 38 pages, si je ne me trompe pas. C'est une lecture intéressante avec une revue de littérature assez intéressante. Donc, gênez-vous pas pour m'écrire à ce niveau-là. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. C'est ce qui complète le webinaire d'aujourd'hui.